Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 2 février 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, c'est Noémie Larouche, directrice de l'édition aux éditions La Presse, qui assure la chronique Tribune littéraire de grandes personnes, et elle nous parle de magazine jeunesse. Dans les coulisses du livre, je reçois Paul Thom et Mélanie Baillarger, le duo de créateurs de Seul, lauréat du prix TD de littérature jeunesse canadienne de 2023. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie dans le segment « Dis-moi ce que tu lis », je reçois la prolifique et énergique Julie Provencher, entre autres responsable de l'intervention pédagogique pour Télé-Québec en classe, et Geneviève Mangerel, bibliothécaire au service adapté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous présente des livres audio sur le thème des contes et histoires détournées dans sa chronique des livres qu'on écoute. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi parfois des enfants qui la lisent. Mais aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir, je l'ai dit tantôt, je le répète, la prolifique et dynamique Julie Provencher. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Je vous présente Julie rapidement aux auditeurs en débutant. Vous êtes responsable de l'intervention pédagogique pour Télé-Québec en classe, où vous partagez notamment, ça fait partie des choses que vous faites là avec les parents, votre passion pour l'éveil et l'apprentissage de la lecture, ainsi que la numératie, grâce à des trucs et des moyens concrets. On peut nommer la clé, notamment. Vous êtes aussi maman, enseignante, chargée de cours à l'université, conférencière et consultante en éducation. Vous avez complété une maîtrise sur l'accompagnement de la lecture et en 2020, un doctorat en didactique de la lecture. Vous avez créé sur le web et les réseaux sociaux pouvoirdelire.com, une communauté impressionnante qui vous suit. Vous êtes l'auteur de quelques ouvrages, Trucs lecture, édités chez CARD, et le livre qui s'appelle « Et si on s'intéressait aux réponses des élèves » chez Chenelière Éducation. Pourquoi cette passion de la lecture, Julie? D'où ça vous vient? Vous avez remarqué que tous mes projets ont comme point commun la lecture. Toujours, oui. Ouais, donc, c'est vraiment, je dirais que d'abord, j'ai été enseignante pendant 15 ans. Et puis, ça faisait que je trouve que le côté autonomie académique passe par la lecture. Oui. Alors, quand j'avais des enfants ou des élèves qui tiraient de la patte au niveau de la lecture, j'étais très préoccupée. Mm-hmm. Puis j'ai voulu justement, par rapport à mes projets de recherche, par exemple, aller m'outiller comme enseignante. Ouais. Et à un moment donné, je suis devenue maman. Mm-hmm. Et là, j'ai un petit garçon qui, au début, vers 3 ans, avait des symptômes au niveau du langage. Puis là, je me disais, un peu d'orthophonie peut-être. Puis je le suivais comme ça. Puis à un moment donné, on a découvert qu'il était dyslexique et dysorthographique. Mm-hmm. Donc, je pense que le côté personnel a aussi embarqué dans cette passion. Donc, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage de la lecture, à l'accompagnement en lecture, au rôle des parents en lecture. Ouais. Fait que je pense que ça a été insufflé dans tous mes projets. Oui. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de la clé, notamment, ce que vous faites à Télé-Québec, c'est une mine d'or. Qu'est-ce que c'est et c'est pour qui? Oui. Donc, la clé, c'est compter, lire, écrire en famille. OK, c'est un acronyme. C'est un acronyme, oui. On a un groupe Facebook que vous pouvez suivre. On a un Instagram que vous pouvez suivre. Et on a aussi un site web. Et ce qu'on fait, c'est qu'on produit des capsules vidéo pour encourager les familles à compter, lire, écrire en famille par le jeu. Et on se distingue, je dirais, d'Alloprof. Parce que des fois, on se fait poser la question. Puis, c'est vraiment dans le quotidien. Je vous donne un exemple.
Par exemple, un autre truc que vous pourriez retrouver sur la page, c'est votre enfant prend son bain, puis habituellement, il y a des petits plats qu'il prend pour verser de l'eau. Ouais. Mais pourquoi pas prendre une tasse à mesurer en plastique? Et là, quand il va verser de l'eau, il va s'interroger sur la numératie, sur le calcul, sur les... Donc... Parce que c'est gradué. C'est gradué. C'est ça. Alors, c'est ça la clé. C'est comment prendre son quotidien et le transformer peut-être dans un environnement favorable aux apprentissages. Et saisir toutes les occasions qui permettent de faire ces liens-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre la clé, vous venez d'en parler, Oui. c'est une communauté de parents qui s'échangent, qui apprennent des trucs pour aider les enfants à compter, lire, écrire en famille, et ce que vous présentez ou présentiez, je ne sais pas si on va le mettre au passé ou au présent, sur pouvoirdelire.com. Oui. Dans le fond, quand j'ai commencé à faire ma maîtrise, je cherchais une façon de partager cette passion-là, puis partager ce que j'apprenais. Puis aussi, je voulais garder des traces de ce que je trouvais intéressant. Alors, j'ai commencé à me faire un petit site, Pouvoir de lire, puis de coller, je dirais, comme il y a une collection. C'est ma collection de liens intéressants sur la lecture. Okay. Et là, j'ai commencé à faire ça. Puis à un moment donné, à force de travailler avec, je sais pas moi, que ce soit le ministère de l'Éducation, Télé-Québec, avec toutes sortes de gens, j'ai commencé à produire aussi du matériel qu'on peut retrouver sur Pouvoir de lire. Donc, c'est des trucs pour les parents, pour les enseignants. Puis, bien sûr, j'y ai ajouté avec le temps un peu de saupoudrer. Qu'est-ce qu'a fait Julie dans son doctorat? Je l'explique. Ouais. Fait que je dirais que c'est une page qui représente un peu tout ce que je connais sur la lecture d'une certaine façon, puis qui met de l'avant des initiatives que je trouve vraiment cool. Oui, hein? Qui sont cool, qui sont accessibles. Oui. En fait, c'est généreux de votre part de partager ça avec les gens qui en ont besoin. C'est mon bénévolat, je vous le dis. Là, c'est bon. Mais... C'est une bonne cause. C'est ça, j'adore ça. C'est une très bonne cause. Oui. Alors, on va parler de votre travail d'auteur parce que vous faites ça aussi. Vous avez publié récemment chez Chenelière Éducation le livre « Et si on s'intéressait aux réponses des élèves ?» Et il y a un sous-titre « Mieux enseigner les stratégies de compréhension et de justification en lecture aux enfants de 5 à 12 ans ». Pour les auditeurs qui sont pas nécessairement des enseignants, les néophytes, moi, je pense toujours à mon amoureux dans ce temps-là, parce que quand je pense à lui dans ces questions-là, qu'est-ce que c'est ces stratégies de compréhension et de justification en lecture? Ouais. Donc, c'est un ouvrage qui est proposé pour les enseignants. Et puis, j'aborde, dans le fond, d'un premier côté, les stratégies de compréhension, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Qu'est-ce qui arrive quand l'enfant essaie de comprendre puis de traiter l'information? Oui. Et on sait que les enseignants qui enseignent des stratégies de compréhension, habituellement, l'enfant a de très fortes chances de devenir, d'avoir plus de stratégies, de devenir un meilleur lecteur. Ouais. Ça, la recherche est quand même assez façonnante sur ce sujet-là. Ouais. Puis ensuite, moi, à force de regarder ce qui se passait dans la tête de nos jeunes lecteurs, j'ai commencé à regarder leurs réponses. Comment ils répondent? Parce que c'est bien beau comprendre, mais ce qui est évalué à l'école, c'est souvent la réponse. Oui, comment tu l'expliques, comment tu mets en mots, comment tu... Alors là, j'ai vraiment décidé de regarder comment on construit une réponse. Puis dans le fond, juste pour vous dire rapidement, il y a comme... Au départ, il y a un enseignant qui pose une question. Fait qu'il y a une question. Ensuite, il y a une réponse. C'est par exemple, « Oh, moi, je réagis comme le personnage. » Mais la justification, c'est la partie qui dit, « Mais pourquoi? » Parce que c'est la preuve. Il faut faire la preuve. Et ça, il y a des enfants qui ont de la difficulté à faire la preuve pour aller rechercher dans le texte une image. Pas une image. Ça peut être dans une image. Ça peut être dans le texte. Alors, c'est toute cette façon de faire la preuve de ce qu'on dit est vrai ou plausible, finalement. Ouais. C'est intéressant parce que donc vous allez plus loin que juste le décodage, parce qu'effectivement, la lecture, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Il y a des enfants on pense qu'ils lisent. Oui. En fait, ils décodent parce qu'ils comprennent pas nécessairement. Mais là, dans ce qu'ils comprennent, ce serait tellement plus facile si on pouvait scanner ce qui se passe dans leur cerveau, ouvrir la porte puis aller voir. Oui. Mais effectivement, pour beaucoup d'enseignants,
poser des questions et donc aller chercher les réponses. Mais donc, vous allez voir ce qu'il y a au-delà des réponses. Oh oui. Puis, je m'intéresse beaucoup à comment tout leur processus qui se passe dans leur tête pour arriver à faire leurs réponses. Donc, tu sais, souvent, on regarde ça puis on se dit, la réponse n'est pas bonne. Mais la vraie question, c'est pourquoi il a écrit ça? Uh-huh. Puis c'est quoi le traitement qu'il a fait qui en est arrivé là pour que moi, je puisse l'aider? Ouais. Puis c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que je veux que tous les jeunes, on puisse s'intéresser à ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils deviennent de meilleurs lecteurs. Et c'est pour ça, donc, que vous vous intéressez aux réponses des enfants. Exactement. Ouais. C'est Isabelle Montesino-Gelais qui signe la préface de cet ouvrage-là. J'aimerais ça que vous nous disiez qui elle est et ce que ça vous fait, vous, que ce soit elle qui signe la préface de votre livre. Bien, c'est ma directrice de recherche. Je vous raconte rapidement une anecdote. Quand j'ai décidé de faire ma maîtrise, je voulais faire une recherche. Moi, j'avais 150 vidéos de moi qui faisais la lecture à mes enfants entre 0 et 2 ans. OK. Puis je voulais voir, est-ce que je fais ça bien? OK. Puis j'ai appelé Isabelle parce que je savais qu'elle s'intéressait à la lecture puis que c'était un chercheur qui était renommé. Et quand elle a eu le téléphone, elle m'a probablement trouvé très bizarre. Puis elle m'a dit, on va faire de la recherche, mais on va regarder ça sous l'angle de qu'est-ce que les parents font au départ. Oui. Alors là, j'ai changé mon angle et j'ai pu aussi évaluer d'une façon... Observer, à tout ouais. le moins, oui. Puis ensuite, elle m'a suivi aussi au doctorat parce que quand on finit une maîtrise, on a encore plus de questions que quand... Alors, j'ai poursuivi au doctorat, puis pour moi, Isabelle, c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé à réfléchir, qui m'a amené d'autres points de vue, qui m'a présenté des chercheurs avec qui, même si je les ai jamais rencontrés, j'étais en amour avec eux. Je veux dire, c'est un peu ça, la recherche, quand on lit comme ça. Donc, Isabelle, pour moi, c'est quelqu'un qui a été vraiment marquante dans mon parcours. Et donc, elle est associée à l'Université de Montréal. Oui. Et elle a collaboré à plusieurs recherches. Oh oui. En lecture, en écriture, qui sont publiées, même associées à ce que le ministère de l'Éducation fait aussi. Hein. Oui, elle est très prolifique comme chercheur. Elle aussi. Oui. Alors, voilà un point commun. On remarque souvent une baisse de la motivation à lire, à tout le moins du plaisir de lire. Ils arrivent tout petits à l'école, ils ont des étincelles dans les yeux, puis plus ils avancent en âge, on dirait que ça diminue. Comment on peut expliquer ça, Julie? Bien, c'est multifactoriel, hein? Donc, ça prend... Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Par exemple, on peut juste penser à... Quand ils sont tout petits, on peut plus facilement contrôler leur environnement. Donc, si le parent décide, on va lire, puis il y a des livres dans la maison, c'est facile. Mais quand plus ils grandissent, plus ils ont des activités, ils ont des sports, ils ont des amis. Donc, il y a une compétition entre activités qui se crée et la lecture est souvent reléguée d'une certaine façon à une des activités. Ouais. Ça peut expliquer. Il y a aussi le côté où... il y a des enfants qui, avant, on leur faisait la lecture. Donc, c'était une activité agréable mais là, ils ont peut-être des problématiques en lecture. Donc, ça demande un effort d'être un lecteur. Alors là, est-ce que j'ai envie, moi, de lire à tous les jours quand j'ai... Puis ça, je vais vous le dire, là, la solution, c'est l'accompagnement. Il faut qu'on accompagne ces enfants-là. Moi, mon fils est dyslexique, dysorthographique, et puis c'était un très grand lecteur. Mais il a fallu que je l'accompagne. J'ai fait la lecture en duo avec lui. Ouais. J'ai continué à lui faire la lecture longtemps. Je me suis intéressée aussi au type de mise en page qui facilite la lecture. Ouais. Donc, c'est tous des trucs comme parents, on peut arriver à les aider un peu. Fait que je dirais vraiment que c'est ça. Donc, cette baisse de motivation, plus il y a une baisse de motivation, plus il doit y avoir une hausse d'accompagnement. Ah, c'est intéressant, ça. Puis, l'accompagnement, il se fait par les parents, il se fait par les enseignants aussi. Oui. On laisse pas tomber un enfant qui a de la difficulté en lecture parce qu'il est dyslexique ou dysorthographique. Au contraire. Exactement. Oui, puis il y a toutes sortes de façons de lire aussi. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a beaucoup de soutien à la lecture aussi. Donc, c'est vraiment de s'assurer que l'élève devient autonome
Je dis académiquement, mais vous comprenez qu'il faut qu'il puisse passer par la lecture pour continuer d'apprendre, pour continuer de s'informer, pour continuer de réfléchir, puis faire partie de la société. Exactement. Et s'y impliquer. Oui. Faire partie, s'y impliquer. Sur les réseaux sociaux, récemment, moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous expliquez aux gens qui vous suivent les étapes de votre démarche de travail, la rigueur dont vous faites preuve dans l'organisation du travail d'écriture de votre prochain ouvrage didactique. Moi, vous m'impressionnez là, tellement. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ça va porter, ce prochain livre? Bien, je vais vous dire, vous êtes la première personne publique à qui je vais le dire. Dans le fond, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de préoccupations sur que ce soit la lecture, mais aussi peut-être sur notre système d'éducation d'une certaine façon. Moi, je viens je dirais, je vais vous le dire, ça va être en évaluation. Okay. Moi, je veux qu'on remette l'évaluation en aide à l'apprentissage. Comment quand, par exemple, vous et moi, on discute, puis à un moment donné, ben je vous écoute, puis là, je pourrais avoir quelque chose, se dire, ben t'as-tu déjà essayé ça? Oui. Ben moi, j'ai porté un jugement sur ce que j'ai entendu, puis ensuite, je vous guide. L'évaluation, ça sert à ça, guider, transmettre des informations pour que tu puisses t'améliorer. Oui. Si on veut que nos élèves s'améliorent, il faut qu'on fasse de l'évaluation en aide à l'apprentissage. Puis ça, il y en a un peu dans notre système, mais pas assez. Surtout, on parle du primaire, du secondaire. Ça va être... Puis je vous donne le sous-titre de mon livre. Ça s'appelle « 8 principes pour une évaluation de qualité ». Et on est tout horizon. Fait qu'on est primaire, secondaire, et je vais même me lancer pour cégep et université. Fait que c'est 8 principes pour une évaluation de qualité. Et que j'ai hâte de lire ça. J'ai vraiment très, très hâte de lire ça. Est-ce que vous avez déjà été tentée, Julie, d'écrire de la fiction pour les enfants? Bien, j'ai pas eu le temps, mais c'est un rêve. Donc, Marie, je pense qu'à ma retraite un jour, j'ai déjà le thème de mon livre, mais j'ai pas trouvé l'angle encore, puis j'ai pas trouvé... mais un jour. Un jour, ça va être un projet d'avenir. Ouais. En terminant, Julie, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Avez-vous une suggestion pour nous? Oui, c'est la question la plus difficile que j'ai eu à répondre. C'est seulement un choix. Alors, j'ai décidé d'y aller un peu avec ce qui se passe dans l'actualité, puis un peu... comment je me sens par rapport à la vie ces temps-ci. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de bienveillance dans cette... Puis on a besoin d'interaction, puis on a besoin d'être ensemble. Fait qu'il y a un livre que j'aime particulièrement qui s'appelle « Un petit geste » de Jacqueline Woodson et de E.B. Lewis, les éditions 2. Puis, c'est ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'aperçoit peut-être un peu trop tard qu'elle aurait pu sourire davantage, elle aurait pu aider davantage, elle aurait pu inclure davantage, accueillir. Puis, je pense que ça, c'est une grande révélation. Donc, si vous voulez le lire avec vos enfants, vos collègues, je pense que c'est un livre qui peut nous faire réfléchir. Qui fait réfléchir les enfants, qui fait prendre conscience de... comment on peut effectivement accueillir l'autre par un petit geste. Oui, un petit geste. Oui, tout à fait. C'est une excellente suggestion. Merci beaucoup, Julie, pour cette rencontre. Merci pour votre énergie débordante. Merci de proposer simplement aux parents, aux gens du milieu de l'éducation, des moyens concrets, accessibles pour que lire devienne et reste un plaisir. De même que aussi une porte grande ouverte pour l'accès et la construction d'un monde meilleur. C'est ce qu'on souhaite. Je vous remercie vraiment beaucoup. Bien, merci vraiment d'avoir reçu. Puis continuez, chers auditeurs, à suivre les enfants en lecture. Bonne journée. Merci. Je m'appelle Alicia, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que j'aime bien écrire des histoires parce que ça me donne des idées. Je m'appelle Anna, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui m'informent parce que je suis curieuse.
Je m'appelle Célia, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'aime bien apprendre sur les animaux. Je m'appelle David, j'ai 8 ans. J'aime les Dragon Ball parce que c'est passionnant. La chronique des livres qu'on écoute. C'est Geneviève Mangerel, bibliothécaire au service adapté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, on va dire, pour faire plus court, qui assure cette chronique cette année. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie. Très, très heureuse de vous retrouver. Geneviève, vous vous intéressez à tout ce qui touche l'accessibilité et l'inclusion. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir des versions audio de contes et des histoires détournées. Moi, j'ai très hâte d'entendre ces contes et ces histoires détournées. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Tous les livres que je vous présente aujourd'hui sont inspirés de contes classiques, mais avec un petit quelque chose d'original. C'est ce qui explique qu'ils sont détournés. Exactement. Voilà. Et je vous préviens, on va beaucoup parler de loups. Ah oui. Alors, le premier extrait est tiré du livre « Mouche-toi, grand méchant loup » de Steve Smallman. Il est inspiré du conte « Les trois petits cochons » et il est disponible sur BANQ numérique. On écoute l'extrait. Non loin de là habite un loup. On l'appelle Grand Méchant, mais en fait, il est très gentil. Grand Méchant a un vilain rhume et son nez coule beaucoup. Il a vraiment besoin de se moucher. Il s'apprête à aller acheter des mouchoirs quand il aperçoit une nouvelle maison en paille. Il jette un coup d'œil par la fenêtre et voit un petit cochon et une grande boîte de mouchoirs en papier. Grand Méchant frappe poliment à la porte et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Non, non, par le poil de mon menton, » hurle le petit cochon. « S'il te plaît, » dit le loup en reniflant. « Tout ce que je veux, c'est un... Achoum !» Grand Méchant éternue si fort que la maison en paille s'envole. Ah, c'est très, très drôle. Très drôle. Et le deuxième extrait est tout aussi drôle. Il vient du livre « Les vacances du petit chaperon rouge » de Joanne Gagné. Il est bien sûr inspiré du conte classique « Le petit chaperon rouge » et il est également disponible sur BANQ numérique. Écoutons l'extrait. Mais c'est grand ouvert chez le pâtissier. Et devinez qui elle y trouve? Le loup. D'une seule bouchée, il avale un gâteau tout entier, puis recommence sans même reprendre son souffle. Mais que faites-vous là, monsieur le loup? Ça ne se voit pas. Gloup. Je mange des gâteaux. Gloup, gloup. Quand personne ne lit notre histoire, je ne peux plus manger la grand-mère. Alors je m'ennuie, j'ai faim, moi. Puis les gâteaux, c'est vachement bon. Gloup. Oh là là, mais ça ne va pas du tout, monsieur le loup. Dans notre histoire, le loup ne mange pas de gâteau. Alors, 2 fois 2 loups, finalement, un qui a besoin de se moucher, puis l'autre qui arrête pas de manger parce qu'il est devant un comptoir de pâtisserie et il se gâte. Et voilà, comme nous le ferions tous à sa place. Ah oui, tout à fait. Et le prochain extrait, ça va encore être le loup. Donc, c'est tiré d'une histoire qui s'appelle « La culotte du loup » de Stéphane Servant. Cette histoire est aussi inspirée des trois petits cochons, comme le premier extrait, et on la trouve sur la plateforme Prêt numérique. On écoute. Par les poils de ma barbuchette, ma culotte est toute trouée. Je ne peux pas courir comme ça dans la forêt. Enroulé dans sa cape, le loup file au magasin. Dans la vitrine, il voit une belle culotte toute rouge, bien solide pour crapahuter dans les bois. Une vraie culotte d'aventurier, dit la publicité. Alors, celui-là, il y a des problèmes avec ses vêtements, c'est ce qu'on comprend? Eh oui.
C'est très drôle, hein, parce que c'est trois histoires avec le loup, qu'un personnage qu'on entend, qu'on voit dans plusieurs contes. Et c'est intéressant de détourner du conte classique, puis de nous faire rire, finalement. Oui, et puis, il faut le dire, le loup, il fait pas aussi peur que d'habitude dans ces trois histoires. Non, c'est ça, on en rit beaucoup. Beaucoup. Oui. Le dernier extrait que je vous présente aujourd'hui vient des Contes pour enfants Passage de Jacques Prévert. Ah, c'est de la poésie alors. Alors, c'est lui-même un classique, même s'il détourne déjà des contes classiques. Il ne s'agit pas ici de loup, mais d'autruche. Ah. Et cette autruche parle avec nul autre que le petit Pousset. Ah. On trouve ce livre également sur prêt numérique, comme l'extrait précédent. On écoute. Je n'aime pas beaucoup ta mère, à cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. Le fils Pousset. Le fait est que ça coûte cher. Mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins, l'autruche. Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. Le fils Pousset. Mon père aussi me battait. L'autruche. Ah, monsieur Pousset te battait. C'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants? D'ailleurs, monsieur Pousset n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit? Le fils Pousset, non. L'autruche, eh bien, il a dit, ça ferait une belle omelette. Alors, ce Jacques Prévert qui a détourné cette histoire du petit Pousset, finalement, c'est vraiment bien. Oui. Alors, 4 contes détournés. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette première collaboration de l'année. Sur le site de l'émission, on va retrouver les liens vers les titres mentionnés, puis l'endroit aussi où est-ce qu'on peut les trouver. On vous retrouve en mars prochain, Geneviève. Merci, Marie. Au plaisir. Je m'appelle Elodie, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça m'amuse. Je m'appelle Emma, j'ai 8 ans et j'aime me faire lire des histoires parce que ça me détend. Bonjour, je m'appelle Eve-Sophie, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que c'est plus facile. Restez avec nous. Au retour, Noémie Larouche présente sa tribune littéraire de grandes personnes sur les magazines jeunesse. On rencontre Paul Thom et Mélanie Baillerger, les créateurs de Seul, lauréats du prix TD 2023, sans oublier les actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Je m'appelle Hubert, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que ça m'apprend des trucs. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout au long de la saison, des gens du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique et partagent avec nous un coup de cœur, un livre jeunesse ou un genre qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est Noémie Larouche, directrice de l'édition aux éditions La Presse, qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Noémie. Bonjour Marie. Je vous présente Noémie. Vous êtes diplômée en sciences et en journalisme. Vous cumulez près de 18 ans d'expérience dans les médias. Vous avez été journaliste à Radio-Canada pendant plus de 7 ans. Vous avez rejoint l'équipe des publications BLD en 2014 avec le mandat de créer un nouveau magazine de sciences pour ados qui est aujourd'hui connu sous le nom de Curium. C'est une publication dont vous avez assuré la rédaction en chef jusqu'en 2021 pour ensuite reprendre la direction de l'entreprise pendant 3 ans. Et c'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire aujourd'hui. Vous nous parlez de Magazine Jeunesse. Eh oui, je fais une petite entorse à la règle en vous proposant non pas un livre jeunesse, mais des magazines. Donc,
vous me voyez venir, magazine Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium. Rapidement, peut-être pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont des magazines de sciences, mais pas que. Les Explorateurs s'adressent aux 6-10 ans, Les Débrouillards aux 9-13 ans et Curium aux ados. Je vous parle de magazine pas parce que je manquais d'inspiration littéraire. Au contraire, ça aurait été crève-cœur de choisir parmi le vaste éventail d'albums, de bandes dessinées, de romans jeunesse qu'on trouve en librairie. On a des auteurs et des autrices formidables au Québec. Mais, vous l'avez dit, j'ai travaillé pendant 10 ans en édition jeunesse pour ces 3 extraordinaires magazines que j'ai tatoués sur le cœur et dont je reste une fière ambassadrice. Parce que je considère que ces magazines-là jouent un rôle extrêmement précieux dans l'apprentissage, dans l'amour de la lecture d'une part et dans le développement de l'esprit critique d'autre part. Tout à fait. Je m'explique peut-être. Concernant l'apprentissage de la lecture, on sait que ce ne sont pas tous les enfants qui naturellement ont de la facilité ou même du plaisir à lire et les magazines sont de superbes portes d'entrée pour ces jeunes-là. D'abord parce qu'ils sont éclatés. Il n'y a pas de règle dans un magazine. On peut le commencer par la fin, le lire dans l'ordre, le feuilleter, s'arrêter sur ce qui retient notre attention, lire toutes les BD d'abord, ce que beaucoup de jeunes font par ailleurs. Donc, pas de règle et de tout pour tous les goûts. Des textes informatifs, des bandes dessinées, parfois de la fiction, beaucoup d'humour, et ça, c'est très, très important. Et tout est pensé pour que l'enfant puisse entrer dans le texte là où il le souhaite. Les intertitres, les visuels, les accroches. D'ailleurs, l'équipe de recherche ADEL pour apprenants en difficulté et littératie, utilise spécifiquement les textes des explorateurs et des débrouillards pour aider les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Donc, superbe outil d'apprentissage et référence incontournable selon moi lorsqu'il s'agit de trouver de l'information de qualité. Je sais, pour avoir été aux premières loges, pour avoir dirigé ces magazines-là, tout le travail, l'engagement, la créativité, l'amour du public, mais aussi la rigueur qu'il y a derrière chacun de ces magazines. Donc, les explorateurs, les débrouillards, Curium, c'est non seulement de l'information juste, actuelle, ancrée dans la réalité des jeunes, mais c'est de l'information qui est accessible et qui est pensée spécifiquement aussi pour ces publics-là. Et ça, dans une période comme la nôtre où vérité, mensonge, information, désinformation cohabitent très, très souvent, ça vaut de l'art. Et je terminerai peut-être en ajoutant une chose qui me plaît le plus dans ces 3 titres, c'est la notion de communauté. Un magazine, c'est un espace d'échange entre les gens qui le produisent, les gens qui le lisent, et des espaces d'échange, d'écoute intergénérationnelle comme ça, il y en a de moins en moins, et je pense que c'est important d'en prendre soin et de les préserver surtout. Donc, voilà. Oui, on apprécie grandement votre entorse à la règle. Merci beaucoup, Noémie. On va trouver tous les liens. En fait, les liens, parce qu'on peut trouver ces magazines-là, on peut s'y abonner. Merci, Noémie Larouche, d'avoir accepté notre invitation. Au grand, grand plaisir. Ça a été un plaisir. Merci. Je m'appelle Inas, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui m'informent parce que j'apprends plus de choses. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir 2 créateurs, Paul Thom et Mélanie Baillarger, qui signent notamment le livre Seul, qui en 2023 était le lauréat du prix TD de littérature jeunesse canadienne. Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. Paul Thom, vous êtes documentariste et médiateur culturel. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un documentariste et un médiateur culturel? Un documentariste, ça fait des films, donc des films documentaires. Donc c'est quand même assez... on comprend le principe, mais médiateur culturel, je comprends que ça peut porter à confusion. C'est quoi? C'est un vieux terme, je pense. Puis, ça fait la médiation entre l'artiste et le public. Okay. Donc, moi, mon public, c'est surtout des communautés, soit des enfants de classe d'accueil, des immigrants ou des personnes réfugiées, immigrantes, adultes aussi. Donc, j'essaie de
Moi, je fais de la médiation culturelle à partir de mon propre travail. De votre travail, c'est ça. Mais ça pourrait être aussi un médiateur culturel qui essaie de rapprocher, mettons, l'art muséal à un public. Essayer de faire des liens pour que ce soit accessible, facilement accessible. Et moi, dans mes projets de médiation culturelle, souvent, c'est que j'intègre ma propre histoire pour que les jeunes puissent se raconter aussi. Ah oui. Alors, vous êtes un passeur de culture. On peut le dire comme ça, On peut le dire comme ça. Exact. C'est parfait. Est-ce que ce sont des choix professionnels, particulièrement le documentaire, qui se sont imposés tôt dans votre parcours? Je pensais jamais raconter ma vie ou mettre de la lumière sur les personnes dont on parle pas beaucoup, donc les personnes immigrantes, les personnes racisées. Au début, je pensais être architecte parce que mes parents voulaient être sûrs que je réussisse un peu, que j'ai une vie sécuritaire. Ouais. Mais le documentaire est venu à moi quand j'ai voulu faire du cinéma et que les profs m'ont dit « Raconte-toi toi-même d'abord ». Ah oui. Au lieu de vouloir raconter l'histoire, moi à l'époque, je voulais faire des films, des comédies romantiques. Avec beaucoup de passion, beaucoup de violon. Oui. Et c'est mes profs qui m'ont dit, là, pars de toi, pars de tes bébites, puis tu vas voir que ça va peut-être toucher d'autres personnes. Et c'est là que j'ai commencé à raconter mon parcours, le parcours de mes parents, et que par le cinéma, j'ai réussi à avoir une voix qui m'est propre, parce que moi, me raconter, pour moi au début, c'était de le raconter oralement. Et ça me figeait. Je n'avais pas envie de parler. Donc, par le médium du cinéma, j'arrivais à raconter sans devoir parler. Ah oui, puis ça se faisait en français, là. Oui. On parle des moments où vous étiez à l'école, ici au Québec. Oui, au Québec, ici à l'université, oui, exactement. OK. Mélanie, on va revenir à ce parcours personnel, Paul. Mélanie Bélanger, vous êtes designer graphique et illustratrice. Laquelle de ces deux professions occupe le plus de temps dans votre vie professionnelle actuellement? Ça, c'est une grande question... Existentielle? Existentielle, puis en même temps alimentaire, je te dirais. Pour ma part, je ne vais pas parler pour ma part, j'aimerais parler au nom des illustrateurs et illustratrices du Québec. C'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui est vraiment fascinant, mais facile pour... payer les bills, en tout cas pas dans mon cas. Non. Alors, l'illustration s'est imposée comme un besoin puis un talent, mais le design graphique vient combler. Là, après ça, en pourcentage, je vais avoir de la misère à le faire. J'ai pas besoin de ces calculs-là. Ma job, c'est d'être designer graphique, de faire de la direction artistique. Le plus souvent possible, c'est d'intégrer le travail d'autres personnes aussi dans mon travail de design graphique. Notamment en ce moment, je vais travailler avec une illustratrice Innu. Ah oui? Et puis, sinon, c'est pas mal ça. OK. Bien, merci. C'est parfait. On revient à Paul. Vous avez signé plusieurs courts et moyens métrages et des documentaires qui vous ont valu plusieurs prix, dont plusieurs Gémeaux. Citons Bagage en 2017 et Seul en 2021. Ces deux-là en particulier vous ont amené à... Et là, j'ouvre des guillemets parce que c'est quelque chose que vous avez dit vous-même. Accepter votre propre dualité identitaire et culturelle. Pourquoi et de quelle façon? Il faut comprendre que quand moi j'ai commencé à faire des films sur mon parcours, sur mon histoire familiale, c'était beaucoup une introspection sur comment, à l'époque, donc entre 15 et 23, 24, 25 ans, je me voyais en tant que Québécois, en tant que Cambodgien. Et à l'époque, quand je me rappelle quand j'étais adolescent, pour moi, pour embrasser la culture québécoise, il fallait que je rejette ma culture cambodgienne pour être pleinement québécois. Ouais. J'avais pas de modèle. Et là, quand j'ai rencontré les jeunes de Bagage en 2015, 2016, j'ai passé un an avec eux, et eux, ils m'ont appris à embrasser toutes les couches de ce qu'ils sont, les couches identitaires. Ouais. Au lieu de vouloir fragmenter l'identité, puis de se sentir déchiré. Ouais. Mais non, eux, ils le voient comme un cumul. C'est ça, on ne choisit pas un ou l'autre. On est tout ça. On est tout ça. On est 100% québécois, 100% montréalais, 100% iranien, 300% tout. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur ma façon que je voyais l'identité de manière fragmentée. Et aujourd'hui, je l'embrasse dans toute sa totalité. Dans sa totalité. C'est vraiment intéressant. Mélanie, votre carrière d'illustratrice a débuté au début des années 2000. Pour les plus petits, vous avez publié la série Bobby
aux éditions de La Pastèque. Un petit ourson vraiment intéressant qui parle au petit lecteur, qui est vraiment tout petit. C'est en 2021 que vous signez l'animation, le visuel du documentaire Seul, et ensuite les illustrations du roman jeunesse du même nom. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à cette collaboration sur le projet Seul? Ben, c'est sûr que monsieur est venu me chercher. Oui. Pour l'animation. C'était un super travail de collaboration pour le film au départ, qui demandait d'illustrer en fait la partie qui est les verbatims où les enfants racontent leur histoire, mais pour lesquels on n'a pas d'image parce que c'est dans le passé. Parce que c'est leur souvenir. C'est leur souvenir. C'est ça. Donc, essayer de l'illustrer de manière à ce qu'on ne soit pas trop dans le pathos non plus, d'essayer d'être sensible, d'avoir une ligne graphique qui était aussi soutenante du début à la fin, parce que faire des films d'animation, je ne vais pas prendre le crédit tout seul. On était avec Brigitte Archambault aussi. Ouais. Puis, on a travaillé ensemble, main dans la main. Moi, je faisais des keyframes, puis elle venait faire toute l'animation qu'elle a avec. Donc, essayer d'arriver avec un trait assez simple pour qu'on reconnaisse chacun des protagonistes, puis que ça s'anime facilement. Oui. Au départ, c'est travailler avec des vrais crayons, mais à un moment donné, l'ordinateur embarque pour commencer à produire. OK. Et puis, après ça, quand le film est fini, je pense que quelques mois après, il y a la courte échelle qui cogne à la porte. Puis, c'est comme ça que c'est arrivé, l'idée d'en faire un livre. Oui. Ah oui. Et puis, quand la courte échelle arrive, dans le film, il y a 19 minutes de leurs histoires, mais c'est pas tout à part égale. Okay. Il manque une bonne partie de Patricia parce que Patricia est encore dans cet état-là. Ouais. On est presque live. On suit ses lubrications, son parcours. Oui. On va reparler tout à l'heure. Ouais. On va revenir sur les 3 protagonistes qui sont dans Seul. Ouais. Donc, c'est Paul qui est venu chercher au départ. Oui. Puis après ça, c'est la courte échelle qui vient le chercher pour le livre. Puis là, dans le livre, on vient broder autour de ces 3 histoires-là et terminer, sinon continuer l'histoire de Patricia. Tout à fait, tout à fait. Donc, revenons à ça, parce qu'on aborde le thème de la construction d'identité, des relations familiales, tout ce qui touche au côté intime, fragile, précieux de l'être humain. Dans Seul, vous y montrez la réalité de 3 jeunes qui arrivent au Canada sans parents. On a nommé Patricia, mais il y a aussi Afshin, que sa famille a fait sortir d'Iran quand il avait 14 ans, parce qu'ils avaient peur qu'il se fasse tuer s'il était enrôlé dans l'armée. Il y a aussi Alain qui est arrivé au Canada avec ses 2 frères, eux aussi adolescents. Leur mère est décédée après avoir fui le Burundi, où leur vie était menacée. Et il y a Patricia, que vous avez nommée, qui a quitté l'Ouganda, où l'homosexualité est illégale et la répression dure, et elle est arrivée par le chemin Roxham. C'est 3 histoires d'immigration qui sont pas faciles, mais qui sont réussies, en fait. Le livre a été publié après la sortie du film, et dans le livre, comme dans le film, aussi grâce à l'animation, aux illustrations, qui présentent vraiment un minimum de couleurs, vous naviguez aisément entre les 3 histoires dans le temps, d'un pays, d'une vie à l'autre. C'est la courte échelle qui est venue vous chercher, mais c'est quoi l'intérêt que vous voyez, vous deux, à en faire aussi un livre qui va au-delà du film? Dans le fond, c'était de trouver un moyen d'atteindre un jeune public. Donc, le film peut être regardé par un jeune public, mais à la base, c'est un film... C'est pas le public cible. C'est pas le public cible. Donc, on voulait montrer à un jeune public comment des histoires difficiles peuvent devenir des histoires de courage, de résilience et inspirer les jeunes, mais aussi mettre un visage sur l'immigration puis sur le concept de réfugiés. Trop souvent, l'immigration, on le voit par des statistiques. Puis tant qu'il n'y a pas de visage, tant qu'il n'y a pas de cœur, tant qu'il n'y a pas de récit, d'émotion, tant qu'il n'y a pas d'humain, ben le jeune ne peut pas être touché. Et là, quand on se met à hauteur d'enfant, puis on se rend compte que c'est des enfants comme les jeunes lecteurs qui ont tous des souvenirs d'enfance, qui ont tous des êtres aimés, des êtres chers, puis
d'essayer d'imaginer quand on perd que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et là, ça place le jeune lecteur à comprendre tout le déchirement qui se passe dans la vie des réfugiés. Oui, parce que ces 3 jeunes-là, ils arrivent seuls. D'où le titre du livre. Et si je me trompe pas, le fait que le médium passe par le livre, on a réussi comme ça à rentrer dans les cursus scolaires, en fait. Puis c'est comme ça, puis même ton travail de médiation amène le livre là, puis probablement même, c'est comme ça que le film réussit aussi à les toucher par la bande. Ouais. Et qu'est-ce que ce film et qu'est-ce que ce livre disent de nous comme société d'accueil, d'après vous? Ben, ils disent qu'on a un pouvoir, un pouvoir de bonté, de bienveillance, parce qu'on présente justement des parcours heureux, parce que les parcours sont pas toujours heureux, mais ils finissent bien. Mais pour arriver à des destins comme ça, il a fallu qu'il y ait des gens ici qui ouvrent leur cœur et leurs bras et qui croient à la richesse des rencontres, qui se disent, en ouvrant nos bras, on va aider des personnes à s'intégrer ici, puis à nous apporter leur richesse. Oui, des gens bienveillants. Mélanie? Si je peux me permettre, du côté de l'illustration, là, c'est peut-être un petit peu... à un moment donné, Paul est allé dans une école, puis on a reçu une ribambelle de petits dessins. L'atelier, c'était de dessiner à la manière de Seul une histoire qui leur appartenait. Okay. Puis quand tu parles de qu'est-ce que ça signifie pour nous comme société d'accueil, je me dis, à travers le dessin, à travers ce style simple, il y a des gens qui peut-être n'avaient pas des jeunes qui n'avaient pas l'usage précis de la parole. Ou les mots pour le dire. Les mots pour le dire. Puis à travers ces dessins-là, il y avait des trucs assez anodins du quotidien, mais on voyait aussi qu'il y avait des gens qui prenaient la parole à travers le crayon. Puis c'était très, très touchant. Là. C'est très, très émouvant. Ouais. J'ai lu, Paul, dans un texte sur votre récent passage à Yellowknife, que vous travaillez actuellement sur un projet intitulé Bulle, un documentaire sur l'univers créatif d'élèves autistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, c'est un projet que j'ai débuté il y a 5 ans avec Mélissa Lefebvre. Donc, Mélissa Lefebvre, c'est l'âme créatrice derrière Bagage. Oui, aussi. C'est elle qui a mené tout ce projet-là. Et avec Mélissa, depuis des années, on fait des projets avec des classes d'accueil. Mais là, cette fois-ci, on fait un projet dans des classes TSA, troubles du spectre de l'autisme, avec des adolescents autistes. Puis Mélissa, depuis 15 ans, elle découvre que ces jeunes-là ont un univers créatif extraordinaire. Foisonnant. Et on n'a jamais accès à eux. On les valorise jamais pour ce qu'ils sont. Souvent, on les étiquette par leurs handicaps, par leurs troubles. D'ailleurs, c'est un terme qu'on veut enlever. Ah oui? Et on suit des jeunes qui nous ouvrent la porte. Et ça nous force, nous, à aller dans leur monde plutôt que toujours essayer de les faire entrer dans notre monde. Là, c'est une invitation pour les découvrir. À aller dans le leur. Oui, qu'on a hâte de voir ça. Mélanie, qu'est-ce qui mijote dans votre marmite de créatrice actuellement? J'ai sorti l'illustration dans un médium qui, dans les dernières années, a pris un petit peu plus d'espace sur la scène, en fait. Je suis allée faire de la marionnette et de l'objet marionnettique. Donc, en mars, le 6 mars, c'est mon solo qui va s'ouvrir. Ça s'appelle Vague et c'est un spectacle documentaire sur ma relation à l'eau, à mes parents, à la quête d'identité. La perte et la disparition des gens qu'on aime. Oh, ça aussi, on a hâte de voir ça. Ça va être où? En mars? Ça va être en mars au Théâtre des Écuries, le 6. Ah, au Théâtre des Écuries. Oui, on aime bien ce théâtre-là. Petit théâtre. Petit théâtre tout à fait d'aplomb pour la mise en scène d'Amélie Poirier, qui est à la mise en scène et qui est très intime. On a très hâte à ces nouveaux projets. C'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Je vais t'en donner 2,5.
2,5. On a le temps pour... OK. Lisbeth Zwerger, que j'ai écouté, que j'ai lu toute jeune puis qui a influencé mon travail d'aquarelle. Plus proche d'ici, je te dirais que tout ce qui se fait chez les géants, chez Comme les géants, notamment Charlotte Parent, parce qu'elle illustre et elle est aussi auteure. Ça me touche profondément. Ah, merci, c'est bien. Puis je voulais juste dire qu'Isabelle Arsenault a eu sa main moulée avant-hier au Japon. Oui, ça c'était tellement impressionnant. Intronisée au temple des bédistes mondiaux qui ont touché le cœur des gens. On la félicite, oui. Et Paul? Moi, c'est un livre illustré espagnol qui s'appelle Migrantes de Issa Watanabe. Oui. Il n'y a pas de mots. C'est que des illustrations magnifiques. C'est un album sans texte. Sans texte. Un album avec des animaux qui fuient un endroit qu'ils aiment pour se retrouver ailleurs. Je me rappelle d'avoir lu ça avec ma fille et d'avoir pleuré parce que ma fille a reconnu l'histoire de mes parents. Oh wow, c'est magnifique ça. Alors les gens vont pouvoir retrouver les liens sur le site de l'émission. On aurait pu faire on aurait pu faire 1h15, hein? Et on aurait pu parler aussi plus à fond de Bagages. Le film, moi je voudrais en quittant lire un poème qui est dans le livre Bagages, parce que Bagages, c'est un film, c'est un livre, c'est vraiment toute une démarche à l'école Paul Gérin-Lajoie. Et aussi un site internet bagage.ca qui offre plein de contenus vidéo et une trousse pédagogique. Bon, formidable, on le note. Alors, je vous lis le poème de Do-Woo Kim, qui vient de Corée du Sud. L'immigration est la peine, mais aussi la chance. J'ai dû laisser quelque chose dans mon pays, mais j'ai appris un nouveau langage. J'ai dû laisser mes amis et mes cousins, mais j'en ai rencontré d'autres. Je sors de la peine avec une langue de plus pour embrasser plus large. Moi, je vous remercie de faire en sorte que ce poème prenne vie. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Je m'appelle Laurent, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui forment parce que ça m'apprend plein de choses. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 9 février, à Marie Raconte, je lis Mirabelle et la montagne de Kim Hilliard des éditions du Père Fouetteur. Mirabelle a de grandes ambitions. Gravir une montagne, nager avec les requins et organiser un grand dîner pour ses amis. Seul inconvénient, Mirabelle est une mouche. Certains la découragent et puis il y a toujours plus fort et plus rapide qu'elle. Mais Mirabelle n'abandonne pas. Une histoire sur le dépassement de soi. On en écoute un extrait. C'est certain que si Mirabelle se compare, il y en aura toujours des plus rapides qu'elle, des plus grands et des plus forts qu'elle, ou plus bruyants. Ici, le texte est écrit dans la gueule grande ouverte et rouge, entouré de dents pointues d'un gros animal gris sur le sentier qui vient de surgir juste devant Mirabelle sur le sentier. Donc, il y en a des plus rapides, des plus balèzes, des plus bruyants ou juste méchants. Sur une branche toute sèche, 2 oiseaux de proie, chauves, avec une collerette blanche et un plumage turquoise et bleu, s'agrippent de leurs serres acérées et se moquent de Mirabelle, qui continue à grimper sur la roche, presque à la verticale maintenant. Une mouche qui fait de l'escalade? Ah! Mirabelle a envie d'abandonner, ou au moins de changer ses grands projets.
Du vendredi 7 au dimanche 9 février se tiendra le Salon du livre jeunesse de Longueuil dans le cadre de la fête de la lecture et du livre jeunesse. Les activités ont lieu à la salle Jean-Louis Millette, au Théâtre de la Ville, au 180 de Gentilly-Est à Longueuil et c'est gratuit. Élodie Grenier, alias Passepartout, en est la porte-parole et Claudia Larochelle est l'invitée d'honneur cette année. Samedi 8 février, de 10h30 à 11h30, c'est l'heure du conte à la librairie Le Port de Tête, au 222 de la rue Mont-Royal à Montréal. En terminant, soulignons quelques sorties de livres à venir. C'est mon lit de Sylvain Bouton aux éditions Les 400 coups qui paraît le 11 février. Épuisé par sa balade du jour, Ourson file dans sa chambre pour faire la sieste, ou du moins il le souhaite. Malheureusement, son lit est déjà occupé par une inconnue aux cheveux bouclés. Couleur de miel, ça vous rappelle quelque chose? Avec C'est mon lit, Sylvain Bouton confirme son talent pour raconter au tout petit. Le récit à hauteur d'enfant, drôle et inventif, est adroitement mis en valeur par les illustrations colorées, humoristiques et tout en rondeur qui capteront immédiatement l'œil des petits. Et il y a aussi Comment ça marche, une enquête d'Olivier Dupin qui paraît le 18 février chez le même éditeur, Les 400 coups. Après Comment ça marche, un conte, Olivier Dupin nous revient avec Comment ça marche, une enquête. Armé de son humour et de son talent de vulgarisateur, il explique aux jeunes lecteurs de quoi est constitué un tout bon récit d'enquête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs. Julie Provencher, Geneviève Mangerel de BANQ, Noémie Larouche pour sa chronique Tribune littéraire de grandes personnes, Paul Thom et Mélanie Beillerger, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.